Vincent Morgaillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, grand reporter au Parisien aujourd'hui en France. Vous publiez un livre qui a pour titre «100 défis mortels à relever ou pas» aux éditions Artaud, un livre que je montre. C'est un livre vraiment, un véritable page-turner, comme on dit, parce qu'il y a des livres à suspense où on est là, le page-turner, il faut tourner la page d'après pour savoir. Et c'est exactement le cas, parce qu'il y a effectivement 100 défis, tout aussi fous les uns que les autres, et on va en parler. Ce que vous vouliez faire, c'était recenser un petit peu ce qui se passait dans notre monde aujourd'hui. Oui, c'est recenser les défis les plus fous. C'est d'ailleurs, on est sur un marché qui n'existe pas aujourd'hui. Vous avez des livres qui vont parler du marathon, qui vont parler du triathlon, mais des défis totalement fous où le risque d'en sortir vivant est très très faible, c'est totalement inédit. Et c'est un livre d'enquête, puisque vous-même, je le disais à l'instant, vous êtes journaliste. Vous avez rencontré quelques-uns de ces zigotos. Oui, dont l'un m'a particulièrement marqué, c'est l'Autrichien Félix Baumgartner, qui est entré dans l'histoire il y a quelques années en plongeant depuis la stratosphère à 31 km au-dessus de nos têtes et en faisant bang puisqu'il a franchi le mur du son. Il était le premier homme à le faire. Alors, bon, on va revenir sur quelques-uns des chapitres qui constituent ce livre. Les chutes du Niagara, c'est le premier chapitre du livre, celui qui ouvre votre bouquin. Et effectivement, les chutes du Niagara ont été à plusieurs reprises, et sont encore d'ailleurs, un défi à relever. Alors, il y a ceux qui se suicident, mais il y a ceux aussi qui ne veulent pas vraiment se suicider. Non. Et qui veulent tout simplement faire le grand bond, hein, parce que c'est haut. Le grand plongeon. Le grand plongeon. Et c'est une 50aine de mètres, ou à peu près. Hein, oui, c'est ça. Avec, qui plus est, vous l'écrivez vous-même, des conditions absolument incroyables. C'est-à-dire que quand on arrive en bas, on reçoit sur la tête 4000 camions et 44 tonnes qui frappent le sol en même temps. Ouais. Alors il faut beaucoup de courage. Ce courage, il était dans les gènes d'une pionnière, une institutrice de 63 ans qui, au tout début du XXe siècle, en 1901, a tenté l'aventure pour la première fois, enfermée dans un tonneau. La veille, l'expérience avait été tentée par son chat, qui était sorti indemne du grand splash. Et elle, c'est un vrai miracle, a survécu. Il a quand même fallu 17 minutes au sauveteur pour la retrouver en bas, dans les tourbillons. Mais complètement vivante dans son tonneau en bois, dont certains pronostiquaient qu'il devienne finalement son cercueil et son tombeau, mais ce ne fut pas le cas. Alors pour d'autres, ça a été un cercueil, effectivement. Oui, on a des fortunes diverses et parfois très malheureuses. Toujours au milieu là, du XXe siècle, il y a un Britannique qui s'était enfermé dans cette barrique et qui avait demandé à ce que ses mains soient attachées à la paroi et ses pieds à une enclume. Et avec le choc, son corps s'est désintégré. On a retrouvé dans la barrique qu'un bras tatoué, qui était donc son bras. Mais voilà, on n'avait pas pronostiqué qu'avec le choc et le poids, l'enclume allait faire désintégrer le corps et le sortir donc de sa barrique. Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans votre livre. Et pourquoi j'ose dire, on ne peut pas s'empêcher un peu de sourire, parce que c'est dramatique, effectivement, mais en même temps, on se dit ce sont des exploits de dingue. Oui, les trompe-la-mort nous fascinent. On ne peut pas rester indifférent. Et parfois, les défis sont complètement fou, qu'effectivement on ne peut pas s'empêcher de rire. Je pense notamment à cet Américain qui voulait se faire avaler, dévorer vivant par un anaconda, un des plus grands serpents d'Amérique latine, et qui au dernier moment, quand il a commencé à sentir les crocs de la bête sur sa tête, il avait pourtant un casque, une armure en Kevlar, et bien finalement a jeté l'éponge et a perdu le combat contre l'animal.
Il y a ceux qui, parallèlement, il y a plusieurs marathons. Il y a des marathons un peu dingues. Il y a un marathon qui se déroule dans le Queens. Oui, tout Hein. à fait. C'est un quartier de New York. C'est la plus longue course recensée au monde, mais très routinière, puisque les concurrents, en Combien fait, d'abord? c'est 3100 miles, ce qui fait à peu près 5000 kilomètres pendant 2 mois, juste avec des pauses entre minuit et 7 heures. Donc, ces concurrents vont courir autour d'un pâté de maison, d'un lycée. Imaginez un lycée, une petite boucle de 800 mètres. Eh bien, ils vont courir plus de 6000 boucles donc autour de ce lycée. Cette course a été lancée par un religieux indien, un peu gourou, il est vrai, pour inviter tous ses disciples à se dépasser. Et on trouve des candidats régulièrement? On trouve une trentaine de candidats chaque année qui ne prennent pas de vacances l'été et qui préfèrent effectivement tourner en rond. Alors, autre marathon aussi incroyable, c'est de traverser un désert, en l'occurrence la Namibie, sans boire. Oui, le désert de Namib, sans boire une seule goutte d'eau. C'est un Hollandais qui a tenté ce défi il y a quelques années. Il s'appelle Wim Hof. Alors, il n'a pas le même organisme que nous, puisque lui est capable d'avoir une sorte de fonction anti-surchauffe. Et il a quand même perdu plus de 6 kilos en quelques heures, perdu évidemment énormément de liquide, mais il a quand même survécu. Et c'est pas un exploit qu'il faut évidemment conseiller. Alors, évoquez aussi, là, au micro et devant les caméras, cet homme qui a cette passion inouïe d'aller jusqu'au sommet des montagnes en courant et de redescendre. Oui, c'est un Catalan, pour moi l'un des plus grands aventuriers complètement dingues de notre 21e siècle. Il s'appelle Kilian Jornet. Et il y a quelques années, quand le grand sportif a besoin de 2 jours pour conquérir le toit du monde, le Mont Blanc à 4800 mètres, lui n'a eu besoin que de 5 heures. Il l'a fait au départ de la petite église de Chamonix jusqu'au sommet, puis il est revenu à la case départ en courant, en cavalant, en short et basket, sans crampons, sans sac à dos. Évidemment, c'est totalement suicidaire, mais au final, on est quand même époustouflé. Moins de 5 heures pour conquérir notre toit du monde, c'est fabuleux. Et il a conquis un certain nombre de sommets comme ça. Oui, il veut tenter tous les plus grands sommets du monde. Il devrait, ces prochains mois, faire pareil avec... alors là, il aura quand même une combinaison. Il ne va pas s'aventurer jusqu'à l'Everest en short et basket, mais il veut le faire en courant. C'est ce qu'on appelle du speed climbing. Ça veut dire gravir les sommets le plus rapidement possible. C'est aujourd'hui le nouveau défi, puisque la plupart de tous nos sommets au monde ont été conquis. Maintenant, ça se joue sur la vitesse. Oui, et puis en réalité, vous et moi, pratiquement, on peut dire qu'il y a des clubs de vacances pour monter en haut de l'Everest ou du Mont Blanc. Alors, est-ce qu'il y a encore des grands aventuriers comme celui-là? Parce que je pensais par exemple à Yves Rossi. Oui, Yves Rossi, c'est un Suisse. Il faut savoir que les Suisses sont très forts en aventure complètement folle. Yves Rossi, son surnom, c'est Jetman. Il est incroyable parce que c'est un homme volant. Il a ce qu'on appelle un jetpack dans le dos. C'est très James Bond, hein, tout ça. Mais il a une aile dans le dos avec 4 réacteurs et ça lui permet de voler. Alors, il s'élance soit d'une montgolfière ou d'un hélicoptère et il vole. Et l'un de ses plus bel exploit a été de voler comme ça autour du mont Fuji, ce mont sacré au Japon. C'est le nouvel Icare. Oui, ça me fait penser à ce personnage dans Captain America qui a des ailes, effectivement, à l'image d'Icare. Il y a des choses qui sont aussi terribles en même temps. Je pense au train surfing, par exemple. Oui, le trendsurfing, c'est très développé en Afrique du Sud auprès d'une jeunesse un peu désenchantée et qui consiste à monter sur le toit d'un train en mouvement et de danser sur ce train tout en évitant les caténaires, donc les décharges électriques des câbles. Évidemment, c'est un ballet suicidaire qui a déjà fait de très nombreuses victimes.
Alors, dans ce livre, beaucoup, puisqu'il y en a 100, hein, 100 défis mortels à relever. Vous avez, vous, Vincent Montgaillard, une histoire coup de cœur dans tout ça. Oui, c'est une belle histoire assez méconnue qui concerne une course dans le Colorado qui s'appelle le Leadville Trail, qui est une course de 160 km au cœur des Rocheuses et qui a fait la gloire d'un peuple du Mexique, ce qu'on appelle le peuple coureur. Au début des années 90, les organisateurs de cette course américaine ont invité plusieurs de ces coureurs mexicains, donc de la tribu, ce sont des Indiens, les Tarahumara, à courir en sandalettes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont battu à plat de couture les Américains qui, eux, évidemment, ne manquent pas de belles baskets. Et donc, ils sont entrés dans la légende. Ils ont participé à 3 reprises. Ils ont gagné à 2 fois. Et puis, ils sont repartis dans leur contrée sans plus jamais revenir. Mais c'est ce qui a fait la légende de cette course. Alors ça, c'est une belle histoire. Mais est-ce que tous ces gens, Vincent, ne sont pas quand même un peu barjots? Qu'est-ce qu'ils veulent prouver? Ce qu'ils veulent prouver, c'est d'abord des choses à eux-mêmes. D'abord qu'ils sont capables de le faire. On est quand même dans une société qui érige la performance en valeur culte, donc c'est un peu toujours plus haut, toujours plus fort, mais on est dans une société où il faut aussi se montrer et ça devient un peu malsain quand le défi consiste juste après à s'exhiber sur la toile en mettant donc une GoPro, une caméra sur son casque pour n'avoir qu'une seule ambition ensuite, c'est de collectionner les clics, les millions de clics sur la toile. Et là, je trouve que l'aventure perd un peu de son esprit original. Et donc, oui, là, c'est de la recherche quelque part de la gloriole. Mais il y a aussi tous ces aventuriers, les aventuriers de l'ombre, qui vont faire ça exclusivement pour eux, et juste pour prouver à eux-mêmes et à leurs petites copines que, voilà, ils sont capables de le faire. Et qui ne se retrouveront pas, eux, sur la toile. Vincent Montgaillard, formidable, merci. 100 défis mortels à relever ou pas, aux éditions Artaud. Vraiment un livre que je conseille, un livre extraordinairement, en même temps, distrayant, puis émouvant par moments, parce que vous avez collationné des histoires qui sont toutes différentes les unes des autres, et qui, en même temps, sont particulièrement prenante. Alors, je voudrais terminer par cette petite phrase que vous citez dans votre introduction. Alors, c'est un grand surfeur, j'imagine que vous le connaissez mieux que moi, oui, hawaïen. Laird Hamilton. Voilà, et Laird Hamilton disait « Je dis toujours que mourir c'est facile, mais rester en vie, c'est ça qui est compliqué ». Ouais, c'est une jolie phrase. Ouais, c'est une jolie phrase qui résume assez bien l'esprit de ces livres, qui, pour conclure, est un pavé avec beaucoup de second degré, très iconoclaste et qui ne coûte que 12 €. C'est peut-être important de le préciser parce que, voilà, délibérément, le prix n'est pas très élevé pour que ce livre soit accessible au plus grand nombre. Merci beaucoup, Vincent. Merci infiniment.